Eh bien bonjour à tous, bien le bonjour, bienvenue sur Canal, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. On se retrouve comme tous les vendredis, samedi et dimanche. Aujourd'hui nous sommes le samedi matin et c'est avec beaucoup de joie que l'on vous retrouve avec l'ensemble de l'équipe. Une émission préparée par Myriam Makak bien évidemment et réalisée par Saïd et toute l'équipe en régie et en studio. Et ce matin sur le plateau, d'abord... Pour ne pas changer, Maya Amrani, comme tous les samedis, avec elle on recevra Linda Oumia, elle est nutritionniste et spécialiste dans la médecine esthétique. On en parle avec elle ce matin, retour sur l'amincissement par le froid. C'est la technique abordée ce matin par Maya, aussi Hakim Keshroud avec les rendez-vous sport, mais également les résultats. Ce sera l'occasion d'en parler avec lui. Et puis on enchaînera avec nos invités du jour. Il s'appelle Kherdine Morbi, il est président de l'association des hyper tendus, et avec lui retour sur cette journée de sensibilisation sur les maladies chroniques et Ramadan. Et le Ramadan qui arrive à grands pas, c'est dans moins de 5 voire 6 jours maximum. Alors du coup, on enchaînera juste après avec Nadia Taibi, elle est docteure gynécologue, elle sera sur notre plateau pour aborder plusieurs questions. Et puis Adidi Oussadi, elle est artiste peintre, pour parler en tout cas avec elle d'un atelier pour enfants. Vous avez le programme, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. On enchaîne directement avec la météo. On ouvre l'émission avec la météo, on se retrouve juste après. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, la tendance sera à l'amélioration. Le temps s'annonce peu nuageux vers les régions côtières après dissipation de brumes, des nuages bas, le maintien d'une activité pluvio-orageuse à l'intérieur du pays et puis sur la partie sud, le maintien aussi d'un temps souvent orageux, pluvio-orageuse vers l'intérieur et un temps orageux au nord Sahara jusqu'au sud des oasis. Les températures prévues pour cet après-midi, elles vont être très agréables avec 25 degrés à Alger, Tizi Ouzou, Annabas, Kikda, Ourant, Tlemcen, El Beyoud. Il fera 28 degrés à Chlef, 21 degrés à Betna, c'est le minimum, 32 à Béchar, 38 à Tindouf, Adrar, Ain Salah, Hassim Saoud, 35 plus 38 à Élysée et 35 à Hassim Saoud, 31 degrés à Biskra et enfin il fera chaud à l'extrême sud avec 43 à Boudj Mourta et Angza. Place ce matin à l'Europe. Aujourd'hui, eh bien, c'est le retour de la pluie vers Paris, Bordeaux, un temps souvent couvert aussi à Berne, à Dublin, un temps variable à Londres, Budapest, côté température 25 à Varsovie, 24 à Prague, Berlin, 19 à Copenhague, 24 aussi pour Rome, 18 à Paris, 21 degrés à Marseille, 24 à Madrid et enfin 26 à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h44 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et nous aussi, on est partout avec vous d'ailleurs. Ce matin, dans quelques instants, on se retrouvera avec Kherdine Morbi. Alors, avec lui, on va parler des maladies chroniques, notamment de cette journée de sensibilisation qui est organisée par l'association qu'il dirige. On en parle ce matin d'ailleurs avec lui. Il est président de l'association des hypertendus. Ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, un peu de musique. Tiens, on entame l'émission avec Mohamed Reda. Mi-animateur, mi-chanteur, mi un peu de tout. Bah, le voici en musique, on se retrouve juste après. هايلي والغالي ربي هايلي يا سيدي ربي واش نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه الراس حكيم من الحجاز قاصد للغرب على البراز طريق غربانية وديال الرومان زرقية فيهم ميسر كذا من الحكيم قاري علم التنجيم كيحقو شجاعة مفرصة معلم في حرب النساء ومبلي بالطاسة وجلبه الجلسة بين البنات والعب بهم طول الحياة جلب دونو قريات خاصة غزالة عنها يدور فتش المداين والدشور حين وصل لزمور صاب ظريفة عذرة وبهية ولطيفة في العود كتخبل تصيح معاه بالحكازي وشغال الشام صايلة بيهم عن جمع الريام عياط الغرب مع الكلام عياط الغرب مع
باعوها له حساد كي يحسدوني في هلال العياد، وعمل عنها الرصاد بالقصر سكن بين الواد والبحر، تملك بزينها وملكته الغزالة السعدية، وحكم عنه ميرزينها وتفر بالحراز، متقاس بالهوى ما ارتاح منه يصغى ليا يا سيادنا، كيف جرابيد العشيق وعويشة والحراز، حراز حكيم من الحجاز، حراز حكيم من الحجاز. يا سيدي ربي هايلي يا سيدي ربي، واحد مولوع بالصيادة وقيادة، واحد مولوع بالمشي على رجليه، واحد مولوع بالصلاة والعبادة، وانا مولوع بغزالي نشكر فيه. هايلي يا سيدي ربي، هايلي يا سيدي ربي، حراز رهيب قديم فات وحكيت فعالو للبنات، وحكيت فعالو للبنات، شالي الكلام. هم المالي واش يقولوا فينا الله يا الله، هم المالي واش يقولوا فينا الله يا الله، هم المالي صلوا على نبينا الله يا الله، هم المالي صلوا على نبينا الله يا الله. صلوا على محمد الله يا الله، بالمالي صلوا على محمد الله يا الله، بالمالي صلوا عليه وزيدوا الله يا الله، بالمالي صلوا عليه وزيدوا الله يا الله. والواد حابل حابل الله يا الله، بالمالي والواد حابل حابل الله يا الله، بالمالي قاطعينه بسفينة الله يا الله، بالمالي قاطعينه بسفينة الله يا الله. Vous êtes fan de Chabi un peu ou pas du tout? Oui. Oui. Oui, beaucoup, oui, un peu. Qu'est-ce qui n'entend pas le Chabi? C'est notre patrimoine. Donc... Ah, là, vous dites que les gens sont obligés d'écouter le Chabi parce que c'est le patrimoine. Non, c'est pas une obligation, mais c'est notre patrimoine, on doit l'entendre. En tout cas, vous aimez ça. Voilà. Et on est en plein mois du patrimoine, d'ailleurs. Ça voudrait dire jusqu'au 18 avril prochain. C'est ressenti un peu à la télé, un peu moins dans la rue, mais c'est le mois du patrimoine. C'est le mois où l'on parle beaucoup de patrimoine, où beaucoup de conférences sont organisées, beaucoup de sessions aussi sont organisées, et beaucoup d'émissions parlent de cela, et ça tombe très bien. Alors avec vous, aujourd'hui, on ne parle pas de patrimoine, mais on va parler plutôt d'une journée de sensibilisation. Kherdin Mourbi, bienvenue à vous. Alors vous êtes président d'une association, l'association des Hypertendus. Tout à fait. Alors c'est une association qui existe depuis 1997, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, vous êtes membre fondateur. Oui. Alors hier, vous avez organisé cette fameuse journée de sensibilisation sur les maladies chroniques et sur le ramadan. Tout à fait. À J-6, hein, pratiquement de Ramadan. Alors c'est à l'occasion de la journée mondiale. Tout à fait. Tout est tout à fait, quoi. Allez-y. Donc hier nous avons célébré la journée mondiale de l'hypertension artérielle et diabète parce qu'ils vont en pair. Bah oui. Donc à l'approche du mois de Ramadan, le hasard a voulu que ça soit ainsi, que ça tombe le 10. Donc le 10 on a organisé pour un petit peu sensibiliser les gens concernant Ramadan, concernant le jeûne, etc. Donc voilà un petit peu l'impact d'une paire de coups.
la célébration de la journée mondiale et plus les conseils à donner à nos malades. Alors vous-même, vous êtes un retraité du secteur des finances. Je le disais tout à l'heure, vous êtes membre fondateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder cette association? Vous savez, Vous êtes touché vous-même par l'hypertension Oui, artérielle? vous savez, c'est une très longue histoire. Ouais. Quand j'ai été touché par l'hypertension artérielle, j'ai cherché une association pour adhérer dans le mouvement associatif. Et rien. J'ai pas trouvé. Ouais. Donc à partir de là, j'ai dit pourquoi ne pas créer une association avec certains malades. Donc on a commencé avec les patients de malades C'est ça. et à partir de là, ça a démarré. Et quel était le but au départ? C'était de réunir les malades, de Tout à les fait. fédérer autour d'une... Réunir les malades, leur donner, distribuer des médicaments selon la disponibilité au niveau de notre bureau. Nous faisons des sorties pour les personnes âgées. Nous intervenons auprès du secteur de la santé et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et ainsi que les enfants. C'est ça. Donc, on ne chôme pas. On chôme pas. Oui. C'est vrai. C'est une maladie du siècle. Ouais. Et actuellement, l'OMS, auparavant, c'était 14-12 l'hypertension artérielle. On disait que la personne était hypertendue. Maintenant, on dit que c'est à partir du 13. À partir Les de chiffres tensionnels de 13, ils sont... Donc le nombre, il a augmenté, sans Ouais. le vouloir. Et c'est malheureux. C'est Et, malheureux. et vous en êtes où dans la prise en charge de Vous savez, votre maladie? on se traite. Oui. On se traite et jusqu'au jour où on partira. C'est tout. Non mais ça La va, personne- je veux dire, Oui, ça va. vous avez réussi à maîtriser Oui, Oui. oui. Maintenant, je vis avec. le plus normalement du monde. Le plus normalement du monde. J'ai des comprimés à prendre, j'ai mon insuline à faire, et le plus normalement du monde, je vis avec. Alors, votre association donc, organise, si je ne me trompe pas, une série d'événements tout au long de l'année, d'activités, d'actions sur le terrain, afin de fédérer les malades, les réunir, les sensibiliser, leur expliquer les choses, partager avec eux les dernières avancées, parce qu'il est important, mais aussi au sein de votre association, on l'imagine bien, vous avez aussi au sein de votre association des spécialistes, des médecins. Tout Qui à font- fait. Nous avons des sous-commissions médicales. Donc, là, à chaque fois, les médecins nous donnent un coup de main. Je prends l'occasion de leur passer le bonjour et de les remercier, ainsi que des laboratoires médicaux, pharmaceutiques, Ouais. qui nous aident énormément pour les malades. D'accord. Donc, Hier, une journée a été organisée, vendredi donc. Je disais J-6. Alors je pense que c'est J-6 parce qu'hier on était le 11 et j'ai prédit un ramadan directement pour le 17. C'est ça, hein, parce que c'est soit le 16, soit le 17. Lille, je sais que c'est le 15. Que ce soit le 16 ou le 17, il est bienvenu chez lui. Et il est bienvenu comme chaque année. Il n'y a que lui qui est sûr de revenir. Nous, on n'est pas sûr d'être là l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, hier c'était au centre culturel... l'Khdam Saoudi, du 11 décembre. Du 11 Tout à décembre, fait. à Blouzdad, pas loin de du siège de votre association. Tout à fait. Parce que c'est un quartier populaire Bah oui. et populeux. Donc, Populeux, vous voulez dire quoi par là? il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais, d'accord. Beaucoup de monde. Et Hyper peuplé, quoi. Oui. C'est un peu ça. Ouais, je comprends. Et il est situé dans une artère, l'artère principale. Ouais. Donc, on ne peut pas passer inaperçu. C'est cela. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à le faire, à cet événement. Quel était le programme d'hier? Le programme, c'était la prévention Oui. et l'éducation thérapeutique. Nous avons fait des chapiteaux Oui. où je remercie la direction de Bouchnafa qui nous ont détaché des médecins ainsi que celui des annonceurs, des nutritionnistes. On a pris des chiffres tensionnels pour les malades ainsi que la glycémie. D'accord. Donc, tout un chantier qui était. Il y avait avec nous le docteur Benachnou qui était avec nous, celui qui nous a animé cette journée. Docteur Benachou? Oui. Il est bien, hein? Ah. Ah, il est bien, lui. Ah, il est sympathique. Alors, aujourd'hui, vous pensez que... enfin, depuis quelques années, ça fait quand même plus de 21 ans que vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population est sensibilisée par rapport à l'hypertension, aux causes, aux origines de l'hypertension? Est-ce qu'elle prend un peu plus soin d'elle-même? Est-ce qu'elle fait un peu Pas plus du de tout. sport? Est-ce qu'elle mange mieux? Pas du Est-ce tout. qu'elle diminue le sel? Est-ce qu'elle diminue le gras? Je ne pense pas. Non, Je rien, ne pense rien. Hadrou Bon, Lazim. dans certaines catégories, oui, mais d'autres, là, voilà.
Compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu de mode de vie qu'on mène, il est impossible de dire qu'on est arrivé à la sensibilisation. Plus on en fait, et plus c'est peu. Donc on a intérêt à activer, à bouger. Nous avons le 14, on va célébrer au niveau d'Ardis la journée mondiale aussi, et nous avons le 16 au niveau de Tiaret. C'est une caravane, si on peut dire, qu'on célèbre cette journée. Vous célébrez cette journée. Oui. Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. Quelle est la question que j'aurais dû poser? Quel est le point qui vous intéresse le plus? Je sais que vous avez un numéro de téléphone à partager d'ailleurs. Oui. Pour ceux qui ont besoin de vous, pour ceux qui voudraient se rapprocher de votre association. Bon, nous sommes installés à Trésorerie Mahamar Bessadi. Oui. Nos coordonnées, c'est le 05 60 50 77 94. Alors, on le répète une seconde fois. Bien sûr, c'est le 05 60 50 77 94. Voilà. Merci, je suis en train de noter juste pour le répéter. Alors 05 60 50 77 94. Je me trompe pas? Non, c'est exact. Et ben voilà, il est affiché en bas de votre écran. D'ailleurs, vous pouvez le voir juste ici. Vous pouvez entrer en contact avec l'association. Pendant Ramadan, vous organisez un petit quelque chose? Oui, Oui. nous organisons la Talta Sena Ramadan. Là الماكلة تاع سنة رمضان تكفل نديستريبيو لي كوفن de Ramadan. D'accord. Donc tout cela fait à la khor et la circoncision des enfants. Super. Juste pour Meidat Ramadan, vous allez la faire où? Au niveau de Bir Khadem. Au niveau de Berkhadem. Au niveau de Bir Khadem, où il y a beaucoup de les cosmopolites. Ouais. Donc, il y a un nombre très important de personnes sont à domicile. Donc, on organise au niveau de Bir Khadem. Inch'Allah, on vous informera ce jour-là pour venir visiter. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci Kherdin Mokhbi, merci d'avoir été la présidente de l'association des Hypertendus, une association fondée en 1997. Vous êtes retraité du secteur des finances. Votre siège se trouve au 11, c'est ça? 13, au 13. Ben voilà, à Belouizdad. Et hier, vous avez organisé cette fameuse conférence qui s'est déroulée au centre culturel de Belouizdad d'ailleurs, sur l'hypertension avec ces messages de sensibilisation. Et votre but, c'est de fédérer l'ensemble des malades, mais de réunir aussi l'ensemble de la communauté scientifique afin de partager l'expérience des uns et de sensibiliser les autres, avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure hygiène alimentaire. Et plus on passe le message, et c'est peu. Et c'est très peu. Vous avez raison de le dire. Il faudrait être à cheval et tenir compte des paramètres. Merci encore d'avoir été là. C'est à moi de vous remercier. Et on répète le numéro de téléphone 05 60 50 77 94. 05 60. Alors c'est 77, c'est ça? 94. Voilà. Mais j'ai oublié, 50 97 77 94. Il est affiché en bas de votre écran, hein, vous ne pourrez pas le rater. Merci encore, monsieur Mokhbi. Allez, à bientôt. Et Sahar Ramadak. Là, à vous aussi. Voilà. Et camarades, on se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, ce sera avec Nadia Taibi, docteur gynécologue, avec qui on parlera de plusieurs thématiques. Notamment, cette fois-ci, avec Lamia Boudbouda, sur la journée internationale de la sage-femme. Allons-y avec elle, on se retrouve juste après. On dit que sage-femme est l'un des plus beaux métiers au monde, car il permet de vivre des moments exceptionnels. À l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme, qui coïncide avec le 5 mai, l'Association algérienne pour la planification familiale organise une journée sous le thème Sage-femme, ouvrant la voie avec la qualité des soins. Je dirais que la sage-femme est le premier acteur auprès des mamans et des enfants. La sage-femme, elle est le fait de la prévention. Plusieurs élèves sages-femmes de l'Institut supérieur de formation des sages-femmes ont été honorés pour l'occasion. Déjà que c'est un métier noble, c'est un beau métier de travailler avec les mamans, de faire naître des bébés, c'est quelque chose de beau, donner la vie quoi. C'est un métier que j'aime, que voilà, depuis que j'étais petite, j'avais vraiment envie de faire ce métier. Elle joue un rôle clé dans la vie des femmes. Être sage-femme est une expérience humaine avant tout. On enseigne comment pratiquer un accouchement, comment faire la théorie. Mais la plupart, c'est l'humanisme.
de la femme, comment être humain avec la femme. C'est psychologique, c'est le premier point. Ensuite, la théorie vient après. C'est aussi une occasion pour rendre hommage au professeur Tejini Heddem, qui a été membre fondateur et président de l'association algérienne pour la planification familiale. C'est de notre devoir de l'honorer, car le professeur Tejini Heddem nous a laissé un chemin tout tracé sur lequel nous marchons. Il nous a laissé un grand héritage et savoir que nous préservons. Plusieurs professeurs, pédiatres, gynécologues ont participé à l'événement à travers des thématiques relatives à la grossesse, à la femme enceinte et au rôle prépondérant des sages-femmes. Très bien, on en parle tout de suite. Mesdames, messieurs, excellente matinée à vous tous. On est de retour ce matin avec, après ce reportage, donc, où Lamia Boudbouda s'était rendue, où elle nous parlait de cette journée internationale de la sage-femme. C'est célébré chaque 5 mai. C'est la journée mondiale. D'ailleurs, on en parle ce matin avec vous. Nadia Taïbi, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes sage-femme spécialisée. Oui. Pouvez-vous expliquer je fais de la rééducation périneo-sphinctérienne. Je m'occupe des incontinences urinaires, des descentes d'organes, voilà, et des préparations à l'accouchement. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une spécialité. C'est une spécialité pour une sage-femme. Voilà, c'est une super spécialité. Qui existe depuis longtemps. Qui existe depuis longtemps, qui existe depuis 1980, oui. Où justement, ce sont des gynécologues. En France, des professeurs agrégés en gynécologie qui ont été très sensibles par rapport aux femmes, par rapport à ces incontinences urinaires, tous ces problèmes que rencontre la femme après l'accouchement, voilà. Donc, et qui ont formé des sages-femmes pour la rééducation, la préparation à l'accouchement, rééducation du périnée, parce que je vous expliquerai ce que c'est qu'un périnée. Et après, qui a été, la France est leader mondial de la rééducation depuis 1985 et numéro 1 de la prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Non, alors vous parlez de la France parce que vous avez exercé en France pendant de longues années. Depuis 4 mois, vous êtes de retour en Algérie. Vous ouvrez votre cabinet. Oui. Vous l'avez installé où? À la rue au Debussy. Debussy, juste devant les escaliers mécaniques. D'accord. Voilà. Comment on dit? Alger Centre. En plein cœur d'Alger. Debussy, en plein cœur d'Alger. Alors, du coup, pourquoi être rentrée? Je suis rentrée. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Je ne serais jamais rentrée. J'ai un mari qui est chirurgien, qui est orthopédiste, qui est professeur, qui est rentré, qui a décidé de rentrer en Algérie. D'accord. Voilà. Et je l'ai suivi. Vous l'avez suivi. Voilà. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? J'ai dit non, j'ai dit oui, puis j'ai hésité, c'est vrai, mais après, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais quelques informations par rapport aux femmes qui font énormément d'incontinence urinaire, de descente d'organes, et qu'il n'y avait pas, malheureusement en Algérie, la préparation à l'accouchement, qu'on ne faisait pas la préparation à l'accouchement, et la rééducation qui est systématique pour toute femme qui a eu un enfant par rapport aux descentes d'organes. Eh bien, ça tombe bien, on va en parler avec vous. Alors, votre spécialité, vous la pratiquez depuis le départ ou est-ce que c'est venu Non, avec... je suis sage-femme au départ. Oui. Je suis sage-femme. Oui. La sage-femme fait tout, fait les accouchements, la préparation. C'est à quel moment vous vous êtes dit, je vais me spécialiser? Eh bien, écoutez, j'ai décidé de me spécialiser dans ça parce qu'il y a énormément de femmes, malheureusement, elles pensent que c'est la maladie de la honte. Donc, je suis là pour leur dire que ce n'est pas la maladie de la honte. Ce n'est pas une fatalité. Il y a un traitement, c'est un problème pathologique, mais il y a un traitement qui est la rééducation de premier choix, qui est la rééducation de premier choix, qui est le premier conservateur, justement, des femmes qui ont des incontinences urinaires au postpartum, des descentes d'organes, puis aussi par rapport aux problèmes, justement. Ça concerne l'homme et la femme aussi, puis ce problème de sexualité, parce que c'est un périnée. Si vous permettez, je peux vous expliquer, monsieur? Vous pouvez, vous pouvez. D'accord. Donc, je vais expliquer ici. Donc, ça, c'est un bassin obstétrical. Un bassin obstétrical de la femme. Oui. Voilà. Et ce bassin, il a un périnée. Le périnée, je vais le mettre ici, qui est là, c'est un muscle. C'est le bassin d'une femme de quel âge? C'est le bassin de toutes les femmes. Ah, c'est cette taille-là. C'est un bassin obstétrical. Voilà. Toute femme a ce bassin. À ce bassin, à cette taille-là? À cette taille-là, monsieur. Chaque femme, maintenant, si vous me dites à cette taille-là, ça c'est un bassin qui est représenté. Mais bon, il y a les grandes, il y a les petites. Mais c'est un bassin obstétrical. De taille moyenne?
De taille moyenne, si vous voulez. Non, mais il est important d'expliquer. Voilà, non, mais les femmes vont comprendre parce qu'elles savent très bien qu'on a tout un bassin. Elles vont comprendre. Vous êtes un homme, d'accord? C'est comme si vous disiez. Vous avez un bassin, monsieur a un bassin, les hommes ont un bassin aussi. Ouais, mais donc, vous avez raison. Qui maintient de la symphyse pubienne jusqu'au rectum. Là, il y a un coccyx qui est là, et ça s'appelle le périnée qui est très important et qui est la prunelle des yeux des femmes. D'ailleurs, on dit bien l'humeur, le baromètre de l'humeur de la femme, c'est son périnée. Donc ce périnée-là, c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui est là et qui maintient la vessie, l'utérus, le rectum avec les annexes, parce que c'est des ligaments aussi, les annexes qui sont pour la vessie, il y a l'urètre, là où passent les urines, vous avez l'utérus avec le vagin, et vous avez le rectum avec l'anus. Ouais. Donc, une femme, je vais bien expliquer, une femme qui a tout ça, quand elle est enceinte, voici un bébé. Il y a un bébé, il est là, ou il est comme ça, mais généralement, on va parler de ça. Le bébé est là. C'est vrai qu'un bébé fait 3 ou 4 kilos, si c'est pas plus. Des fois, il y a des grossesses gémellaires. Gémellaire qui veut dire gémellaire de bébés en même temps. Voilà des grossesses. C'est des poids, 3 kilos, 4 kilos. D'accord. Le bébé est là. Oui. Il y a l'utérus. Oui. Il y a le poids de l'utérus, le liquide amniotique. Vous avez le placenta, ou l'enfant justement qui est relié au bébé pour le nourrir. Tout ça, malheureusement, ça pèse. Ça pèse pour le périnée. Oui. Donc, au début, une femme, quand elle est enceinte, qu'elle vient faire sa déclaration de grossesse, la première des choses que doit faire normalement le gynécologue et la sage-femme doivent faire justement un bilan périnéal. Bilan périnéal, c'est un toucher. Bilan périnéal pour faire le testing, voir si la femme, elle a un périnée qui n'a pas lâché. Parce que généralement, il y a des femmes qui ont fait beaucoup de sport. Le périnée, vous l'avez représenté avec votre mouchoir en bas? Oui, il est là. Donc, quand le bébé est là... Est-ce que vous pourriez juste tourner un peu? Voilà, comme ça. Je l'ai représenté avec le mouchoir. Je dis bien, le périnée, il est de la symphyse pubienne jusqu'au coccyx, derrière. Oui, mais il était important de... Bien sûr, monsieur. Et vous avez... Le bébé, bon, je me répète puisque vous m'avez pensé, qui maintient la vessie, c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui maintient la vessie, le rectum, comme je disais, et les annexes. Quand il y a un bébé, donc il est là, il fait pression sur la vessie, et c'est comme ça que les femmes, on commence, dès le début de grossesse, à avoir des fuites urinaires. Les fuites urinaires, c'est quoi? Ce sont des fuites involontaires, justement, en dehors des mictions. Une femme, quand elle éternue, quand elle tousse, quand elle rit, une émotion, un stress, tout ça dans les incontinences, les fuites urinaires. Et malheureusement, quand il y a le bébé qui est là, il appuie sur la vessie. Et la vessie a lâché, il y a des fuites urinaires. À la première fuite urinaire, moi, mon message, toute femme, à la première fuite urinaire, elle doit en parler. Comme on dit, ce n'est pas la maladie de la honte, ce n'est pas une fatalité. Qui est la rééducation. Là, on a parlé de la grossesse, mais on va parler aussi une femme qui accouche, monsieur. Quand elle accouche, vous avez le bébé qui est là. Malheureusement, il sort. La femme, elle a poussé. Et malheureusement, moi, j'ai constaté dans mon cabinet que je reçois des massacres du périnée. Pourquoi? Je vais en parler. Parce que la femme, elle n'a pas fait la préparation à l'accouchement. Normalement, la préparation à l'accouchement, une femme à 7 mois, elle doit être envoyée pour la préparation à l'accouchement afin qu'on lui apprenne comment respirer, la posture, la physiologie de l'accouchement, de l'allaitement, lui parler aussi de la respiration qui est très importante pendant l'accouchement. Et malheureusement, la femme, pour la première fois, on est toutes des femmes, quand elles vont accoucher, elles ne savent pas où elles vont, parce qu'elles n'ont pas eu la préparation à l'accouchement, parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas fait le bilan périnéal, parce qu'on peut faire une rééducation au premier trimestre et au deuxième trimestre. Si la gynécologue ou la sage-femme a constaté que le périnée, par rapport à l'hérédité, par rapport à une baisse de collagène, il y a des problèmes. Une femme qui a fait du sport, toutes les sportives, toutes celles qui ont sollicité les abdos, les grandes sportives, doivent faire des fuites urinaires, 66%. Et malheureusement, il y a un problème où on ne leur dit pas. Donc quand une femme, elle accouche, monsieur, elle arrive à la maternité, elle ne sait même pas où elle va. Elle arrive, le gynécologue et la sage-femme ont tellement de choses à surveillance de l'enfant, surveillance de la maman, et qu'elles ne savent pas comment pousser. On leur dit, poussez madame, elles ne savent pas, arrêtez, elles ne savent pas. Si elles avaient appris
pendant la préparation Il y à a une l'accouchement. préparation. Une préparation, on leur parle quand elles ont une contraction, on leur parle de la physiologie de la grossesse. Il y a une contraction, vous devez respirer. Et Oui. la respiration qui est très importante, la posture, eh bien, elles n'auront pas ces massacres du périnée, ces catastrophes. Parce que la femme, monsieur, quand elle est là, elle arrive pour la première fois, elles accouchent comme ça. Elle arrive, la sage-femme ou le gynécologue, elle lui dit arrêtez, zahmé madame, poussez. Ouais, mais il y a, Elle il y a sait un même travail pas. de préparation qui doit être fait par le médecin gynécologue ou Non, monsieur, excusez-moi. Ah non, d'accord. C'est Vous pas leur accouchez, travail. Vous n'allez pas voir les médecins avant l'accouchement. Elles vont voir pendant Et la ils la préparent grossesse. pas, ils lui La expliquent pas préparation comment. en Algérie, je sais, n'est pas faite Ah, c'est malheureusement. très bien, vous l'avez bien dit. Vous ne savez Voilà. pas. Non, c'est pas que je ne sais pas. Le Oui. gynécologue, c'est pas son travail. La sage-femme, qui est sage-femme, qui est là pour accoucher la femme, pour suivre la femme, c'est pas son travail. Elle Alors, a trop qui de doit travail. préparer C'est la maman Ce qui doit sont- préparer sa fille à l'accouchement. Alors, monsieur, je vous réponds. Si je je suis vous là. pose de vraies questions. Parce que Alors, là, très bien, la Oui. question est très très belle et très bonne, elle me plaît, voilà, parce que la préparation à l'accouchement, Allez. ce sont les sages-femmes spécialisées en rééducation, éducation périneo-sphinctérale et préparation à l'accouchement. Parce que nous préparons, il y a des sages-femmes spécialisées pour ça. Même en France, les sages-femmes n'ont pas le temps. Le gynécologue n'a pas le temps. Il fait son suivi, il fait les examens complémentaires, les échographies, tout. Et la femme, quand elle arrive, on lui a jamais appris. On n'a pas fait de testing. On ne sait même pas comment il est son périnée. Ça, elles doivent le faire. Ça, la sage-femme doit le faire et le gynécologue. Quand une femme arrive pour la première fois pour faire un examen, la déclaration de grossesse, on fait tout de suite le testing pour voir le degré de relâchement. Quand vous dites on, qui Pardon. Qui Les gynécologues et les D'accord. sages-femmes. Et là, je vous dis, monsieur, quand le bébé pousse, donc le périnée là, Oui. je vous ai pas, parce qu'on a parlé, vous m'avez posé une autre question, il a lâché, donc il n'y a plus de muscles. Le périnée a lâché, c'est un ensemble de muscles. Tout descend, la femme quand elle pousse et qu'elle arrive à la maternité, on lui dit, madame, poussez, zahbé, poussez, arrêtez, et tout. Elle ne sait même pas quand pousser, elle panique, c'est le stress, c'est parce que la préparation à l'accouchement, on fait partie, normalement la femme elle doit venir, on a fait la gestion du stress. Elle doit poser la question, on doit lui poser la question de quoi a-t-elle peur. On doit lui parler de l'éventuelle épisiotomie, éventuelle césarienne, éventuelle forceps. On doit lui expliquer la physiologie. On doit lui dire, madame, comment chaque heure, parce que la contraction de l'utérus, il faut savoir 4 heures, ça augmente. Il y a la dilatation du col. On fait le toucher, toutes les heures on fait un toucher. Normalement, c'est toutes les heures que la dilatation se fait. Et la dame, elle doit respirer. Plus elle avance, plus on lui apprend la respiration et la posture. Et avec moi, monsieur, pour votre information, nous massons le périnée de la femme. Nous l'assouplissons. Non mais j'ai pas compris, c'est qu'au départ, je vous Oui. pose la question, je vous dis qui est en charge de la préparation de C'est la nous, sage- monsieur. Oui, alors au départ, vous me dites non, c'est pas le gynécologue, c'est pas la sage-femme, et ensuite vous revenez pour me dire, normalement, ça devrait être Non, fait par... excusez-moi, je me suis mal exprimée. Normalement, Vous m'avez dit, c'est-à-dire, pas si la je comprends préparation. bien, c'est-à-dire, vous dites que la préparation doit être faite et doit être réalisée par et le gynécologue et la sage-femme. Non. Ah non. J'ai pas dit ça. J'ai dit la préparation à l'accouchement. Le gynécologue et la sage-femme, quand ils reçoivent une femme à 7 mois, on l'adresse à une spécialiste de la rééducation, de la préparation à l'accouchement. Elle peut pas faire, elles n'ont pas le temps, ni les sages-femmes, ni les gynécologues. C'est pas leur travail. Il faut faire une Et vous spécialité. êtes nombreuses aujourd'hui en Algérie? Écoutez, pour le moment, moi, je viens d'arriver. Donc je ne suis pas au courant. J'ai une collègue Madame Atia, qui fait la préparation au yoga. Parce que chacune a sa spécialité. Au yoga, moi, je fais la préparation à l'accouchement avec la méthode psychoprophylactique obstétricale. On reçoit les maris, on leur explique ce que c'est qu'une grossesse, c'est pas une pathologie. On leur explique pour la sexualité, on leur explique. Et la femme, on lui apprend, on lui fait des étirements avec le ballon, c'est sûr. Mais la chose la plus importante, c'est qu'elle apprenne ce que c'est que la posture et ce que c'est qu'une contraction. Et la sage-femme, quand elle va lui dire, madame, arrêtez, elle va arrêter. Quand elle va lui dire, poussez, elle pousse. Les femmes, elles arrivent. Moi, j'ai des descentes d'organes, des femmes de 20-30 ans qui viennent avec un utérus qui est sorti et qui des descentes d'organes, tout est descendu. Parce que l'utérus, c'est évident, comme je dis, qu'une femme qui a poussé, que l'utérus est en bas, monsieur, que l'utérus est en bas, que tout est descendu. Tout ce qu'a maintenu ce périnée qui a lâché malheureusement, le bébé, il a tapé partout en sortant. Et si la femme, elle n'a pas fait la préparation à l'accouchement, au moment, monsieur, pour votre information, au moment où la gynécologue va lui dire arrêtez parce que le bébé est en bas, vous pensez que la dame, la femme qui n'a pas fait sa préparation à l'accouchement, qui ne sait même pas où elle va pour la première fois, eh bien elle va pousser et c'est là qu'il y a des déchirures.
c'est là qu'il y a des massacres du périnée. Voilà. Et ça, on l'a compris, c'est très bien. Voilà, très bien. Alors du coup, forcément, il y a préparation à l'accouchement. Oui. Vous avez dit, il y a plusieurs méthodes. Il y a le yoga, vous l'avez cité. Oui, j'ai entendu, il y a votre technique à oui, vous. à moi. Quelle est la plus efficace selon vous? Écoutez, maintenant, la plus efficace, moi, personnellement, c'est sûr. Moi, personnellement, je fais la méthode psychoprophylactique obstétricale. C'est sûr qu'en France, elle est demandée à 75%. C'est la méthode classique. Le yoga, c'est nouveau. D'accord? La méthode classique, moi, je reçois le couple, je leur explique. Classique, comme je vous disais, la plus diffusée, celle que l'on retrouve le plus facilement. Ah, la classique, c'est la méthode psychoprophylactique obstétricale. Ça, c'est sûr, c'est la plus classique, puisqu'il y a les étirements, il y a les massages. Parce que la préparation à l'accouchement, on ne doit pas faire de sport à une femme. Parce que si elle sollicite les abdos, c'est pas bon. Déjà, nous, on marche debout, ça maintient les intestins, ça nous maintient, ça lui attire. Si une femme a pris aussi 12 à 13 kilos, si elle est normale, donc ça pousse, ça pèse sur ce périnée qui est parti. De toutes les manières, une femme qui a accouché, normalement, elle doit savoir pour parer à ce périnée, mais c'est sûr, qu'est-ce qu'on lui fait? Oui. La chose la plus importante, on doit lui donner nasayah, on lui a donné des conseils pendant 40 jours, monsieur, pendant les suites de couches. Qu'est-ce qu'elle doit faire? On doit lui apprendre à contracter déjà le périnée, à se relâcher. On doit lui apprendre, on doit lui dire de ne pas l'alimentation, le régime alimentaire, monsieur, qui est très important, même pour la femme qui a pendant la grossesse. Parce que je vais vous dire une chose, la constipation, c'est le massacre du périnée, ça aggrave les descentes d'organes. Une femme qui est constipée, donc on lui apprend, on lui fait le régime alimentaire. Et pour vous dire à la fin, monsieur, on la prépare, elle vient et elle fait 40 jours après. Elle doit être envoyée systématiquement. Que ça soit, c'est la première grossesse qui est très dure. Elle doit faire la préparation à l'accouchement. Mais les autres grossesses, au lieu de 2, 3, 4, 5, elle est obligée de faire sa rééducation pour tout remettre, tonifier le périnée, remettre tous les organes en place. Parce que, monsieur, je voulais vous dire une chose qui me tient à cœur. Et on finit parce avec, qu'avant, par contre, avant les femmes, voilà ce qu'elles doivent savoir. Les femmes, comme je disais, Nafsa Aziza, une femme qui a accouché 40 jours, pendant l'accouchement, quand elle rentre à la maison, même si elle a personne, elle a une voisine, elle lui fait la cuisine, elle a le régime alimentaire, on la chouchoute, on la gâte pendant 40 jours, parce que pendant ces 40 jours, elle a tous les organes en bas et ça doit remonter pour faire sa rééducation, elle doit être chouchoutée. Mais chez une femme, attention les femmes, il ne faut pas porter de charge, il faut porter de charge, parce que les charges aggrave, parce que le périnée est en bas, tout est descendu, monsieur. Et pendant 40 jours, il faut qu'elle fasse son régime alimentaire, qu'elle soit chouchoutée pour pouvoir, justement, gâter son bébé, nourrir son bébé. Et il y a une préparation à l'accouchement sur laquelle vous êtes revenu ce matin. Oui. Et il était important pour nous de marquer donc cette journée mondiale à travers votre intervention aujourd'hui et votre témoignage. Merci. Merci à vous, je vous souhaite bonne chance en Algérie. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais simplement, en dernier lieu, juste passer un petit message très important. Mais vous savez... 30 secondes, monsieur. Je veux faire passer un message au directeur général du ministère de la Santé. Parce que c'est un problème de santé publique. Il y a énormément de femmes qui ont des descentes d'organes, qui font des incontinences urinaires. On leur dit c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on doit les prendre en charge. On ne dit pas à une femme qui a accouché, c'est normal où il a une femme après la ménopause parce qu'il y a un déficit hormonal, qu'elle a des descentes d'organes et qu'on lui dise à kikberte. Non, elles le font à tout âge. Une femme qui a une incontinence urinaire, qui a des fuites, qui a une descente d'organes, elles sont une boule, elles sont une masse de le vagin, elle va voir son gynécologue et elle lui en parle. Parce que généralement, c'est la maladie de la honte. Elles ne peuvent pas en parler. Elles ne peuvent pas dire au gynécologue, ou la dire j'ai des urines, ou là j'ai une perte urinaire. Les gynécologues, les sages-femmes, il faut poser les questions aux femmes quand elles arrivent pour la première fois. Est-ce qu'elles ont des fuites urinaires? C'est très important parce qu'il y a des massacres. Des femmes qui ont perdu, dépressifs, des femmes qui ont été hospitalisées en psychiatrie parce qu'elles ont ces problèmes. Donc je pense que le ministère de la Santé doit intervenir pour ça. Au ministère de la Santé, voilà, monsieur. Excusez-moi. Non, j'ai pas compris. Ministère de la Santé, par rapport au message, c'est-à-dire le message que je passe au ministère de la Santé, c'est de prendre en charge ces femmes et de... À ce moment-là, votre appel, il est lancé aux hôpitaux.
Non, c'est le ministère de la Prévention, le directeur général de la Prévention. Ça, c'est une prévention. Ça touche, monsieur, c'est un problème de santé publique. Il y a des femmes qui souffrent, des suicides, parce que vous en parlez, des divorces, parce que le mari, ça concerne les hommes et les femmes. Le mari, il ne sait pas que le vagin, qu'au niveau de sa sexualité, il n'est pas bien. Donc, comme il n'est pas bien, eh ben, les femmes, elles ont divorcé. Alors qu'on remonte tout et on rend les femmes mieux que comme elles étaient. Merci d'avoir témoigné ce matin. Avec plaisir, je vous souhaite beaucoup de succès, madame. Merci beaucoup. beaucoup. De courage en Algérie. Allez, quant à nous, ça tombe bien, on a parlé de cette journée. Là, on parlera tout à l'heure, tiens, Alger Capitale sans bidonville. Bon, c'est pas grave. Au revoir, madame. Excusez-moi. Au revoir, à bientôt. Ciao. C'est un plateau libre. Voilà. Alors du coup, ce qui est sûr, on va parler je vais vous présenter demain, tout à l'heure plutôt, deux livres, Alger Capitale Bidonville et Alger Réalisation 2017. C'est deux livres qui ont été émis par la wilaya d'Alger, tiens. C'est vrai que quand on voit le premier titre, sans bidonville, voilà, Alger Capitale sans bidonville, pas bidonville tout court, mais ça on en parle en tout cas tout à l'heure, je vous les présente. Mais restez avec nous, dans quelques instants, on recevra sur le plateau Adidi Oussaadi, on parlera d'un atelier pour enfants, mais juste avant, ça tombe bien, c'est Sabrina Khnifi qui a été à la rencontre de l'artiste, à découvrir sans plus tarder, et sur Canal, dans la matinale et dans Bonjour d'Algérie. Alors, je m'appelle Adidi Oussaadi, je suis artiste peintre autodidacte. À la base, je suis diplômée de l'École supérieure des statistiques. Donc, j'ai suivi mes études tout en restant connectée à l'art. Donc, je suis autodidacte, ça ne veut pas se dissocier. J'ai commencé très jeune, donc depuis que je suis petite, j'ai jamais arrêté. Et tout en étant étudiante, j'ai continué à faire, à dessiner, à préparer des croquis. Je me suis plutôt spécialisée dans l'art abstrait. Ce que vous voyez là, c'est une reproduction de Renoir. Je suis très, disons, attirée par l'art impressionniste. Ça m'arrive de reproduire de grands artistes impressionnistes tels que Van Gogh, Renoir, Monet. Et donc j'aime bien aussi les danseuses d'Edgar Degas. En résumé, après avoir fini mes études, donc j'ai travaillé très longtemps dans le domaine pharmaceutique. Ça m'a donné une grosse expérience dans la gestion de projets, dans la compréhension des fonctionnements, etc. Et en 2016, j'ai pris mon élan et j'ai décidé de lancer mon atelier. Je l'ai lancé parce que j'avais fait des études en exécutif MBA, donc j'ai un titulaire d'un diplôme en MBA et ça m'a donné l'envie de lancer un projet. Donc toutefois, généralement, quand on lance un projet, on se dit ça doit être sur un plan économique ou plutôt assez porteur, des marchés tels que assez diversifiés. Moi, je me suis plutôt rabattue sur l'art. Et donc depuis 2016, j'ai eu l'opportunité d'exposer. Donc ma première expo, puis le lancement de l'atelier, c'était en 2016. C'était au sein de l'atelier. Et après cela, j'ai arrêté mes expositions parce que je me suis plutôt consacrée à la redécouverte de l'art en lui-même. Disons que ça faisait très longtemps que je ne me suis pas du tout consacrée à 100% à cela, vu que c'était partiel auparavant. Donc parmi les projets que j'ai réalisés depuis 2016, c'était les décorations des fresques murales des gares ferroviaires de Zeralda, de la gare ferroviaire de Mhelma, Halte Université. Il y avait aussi, après cela, j'ai eu aussi la chance de réaliser la gare de Tizi Ouzou. Très jolie gare, toute petite, sur un plan artistique. Et puis voilà. Donc au fait, l'atelier lui-même est un atelier artistique. Donc c'est pas une galerie d'art où on expose souvent, c'est un lieu de travail, c'est un studio. Et il est amené à recevoir des autodidactes, des artistes en herbe, si je peux appeler ça comme ça. Donc je donne des cours pour des enfants qui sont très doués. J'ai une quinzaine d'enfants qui viennent pendant les vacances ou pendant les week-ends quand ils n'ont pas cours. Et aussi, je donne aussi des cours pour des adultes. Donc c'est vraiment des cours d'art. Ça peut être le crayon, comme ça peut être la peinture. Ça dépend du thème choisi. Ça dépend aussi du type
du type c'est-à-dire de la personne qui est là, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime. Là, actuellement, j'organise une exposition. Je ne saurais vous dire les dates ou autres, mais je préfère consacrer le temps pour réaliser des œuvres dédiées. Voilà. Voilà, bah c'était le portrait de l'invité de ce matin qui est avec nous d'ailleurs. Adidi ou c'est Adi? Oui. J'écorche pas votre nom. Non, c'est Adidi. C'est bien Adidi. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ou c'est Adi, c'est le nom de famille. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. Diplômé au début des années 2000. Exact. Vous êtes ingénieur en statistique. Exact. Vous avez fait la belle époque de Ben Aknoun. Oui. Juste à côté de l'INC, ce qui va avec. C'est là-bas que vous avez fait vos études, non? C'est là-bas. Oui, exact. Après avoir passé 2 années à Babzouar. D'accord. Vous avez après, vous êtes enfi. Vous êtes dit que c'était... Disons que... C'était bien, mais pas assez. C'était bien. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'était bien, je n'étais pas quelqu'un de très studieux. Et j'aimais beaucoup... je suis autodidacte, donc j'étais très orientée vers l'art. Ouais. Et ça bouffait la majorité de mon temps, donc j'avais pas... Ouais, j'avais plus c'est quelque chose, hein. Exact. Ouais. Alors du coup, vous êtes donc diplômé 2002-2003. Vous travaillez 11 ans dans le domaine du pharma, dans le fabuleux monde de l'industrie pharmaceutique ou de la représentation pharmaceutique. Et pourtant, un jour, vous claquez tout, vous partez. C'est raconté d'ailleurs dans ce reportage, dans ce super beau portrait réalisé par Sabrina Khalifi. Alors du coup, vous vous lancez dans l'art. Tout à fait. C'est fou, hein? Vous avez fait assez d'économies pour... L'artiste, que... c'est après l'étudiant et l'artiste. Hein. Je sais pas si disons que oui. J'ai toujours travaillé étant étudiante. Hein. Vous savez, en 1999, j'étais étudiante et j'ai fréquenté plusieurs ateliers de céramique. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler, mettre des économies. Ça m'a permis aussi de comprendre le milieu, donc le milieu artistique, comment ça fonctionnait, quels étaient les besoins, etc. Pas assez de maturité avant. Oui. Et je pense que je l'ai aujourd'hui. Oui. Je l'ai gagné. C'est-à-dire, pas assez de maturité artistique? Artistique. Parce que bon, professionnellement, vous étiez quand même, quand même bien, quand vous aviez un bon poste, vous travailliez dans un grand labo. Au fait, je disais dans les années 99, parce que j'ai commencé à exposer quand même depuis 1999. Et après, le passage vers le pharma, bon, c'est un passage obligatoire. J'ai suivi mon cursus, etc. En même temps, vous étiez diplômé, il fallait travailler. Voilà, donc il fallait travailler. Et c'était agréable aussi, j'aimais beaucoup. Mais ça m'a permis aussi de construire, disons, ma carrière, si on veut. C'est ça. Alors du coup, tiens, quand on est autodidacte, est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe? Est-ce qu'on ne vous regarde pas bizarrement? Est-ce qu'il n'y a pas le petit clivage, la petite bagarre, beaux-artistes, autodidacte? Si, c'est connu. Hein, on vous dit, ah, t'as pas fait de beaux-arts? Ah, dommage. Vous ne faites pas ça? Non, si, on vous le fait. Vous répondez quoi? Je réponds, je suis autodidacte. Vous savez faire ce bruit? Non, je le fais pas. Vous savez pas? Ah, je sais pas le faire, si, je sais. Ah, si vous savez le faire, vous devriez. Mais je le fais pas. Non, mais... Je dis oui, je regarde juste dans le Ça vous dérange pas, vous? Non, du tout. Aujourd'hui, votre quotidien, il est fait de quoi? Vous avez un atelier, ça on l'a vu. Exact. Donc j'ai un atelier, C'est pas une galerie, c'est vraiment un atelier où les élèves viennent apprendre. Donc c'est vraiment des affaires de peinture qui sont partout. C'est un désordre, c'est un ordre dans un désordre, comme on dit. Il y a des élèves aussi qui fréquentent l'atelier, des petits artistes en herbe. Et moi, je travaille dans cet atelier, je travaille mon quotidien. J'ai aussi, donc, au sein de l'atelier, je peins. Et ça m'arrive aussi de travailler à l'extérieur. Par exemple, j'ai eu l'opportunité, donc j'ai eu la chance de décorer des cars ferroviaires, tels que Zeralda Ma'alma. C'est bien ça. Oui, Borj Mnaïl, Arze, Tizi Ouzou. Vous devez être détesté par les beaux-arts. Je les ai recrutés à un moment. Ah, moi, je suis dans le partage, je suis dans l'échange. Moi, j'ai recruté des beaux-artistes après. Vous avez tout à fait raison. Ça, hein. Ah bah c'est bien ça. Vous avez décoré plusieurs gares qui habituellement sont froides, même si elles racontent de belles histoires et qu'elles font partie d'ailleurs de la littérature. Mais alors vous avez travaillé sur des gares, mais vous travaillez aussi sur l'avenir, sur les enfants, avec dans votre atelier, ces ateliers que vous organisez pour les enfants. Et ça tombe bien, on va suivre un reportage si vous le permettez, celui de Taous Saïd Hamouda qui s'est déplacé, qui a été à Saïd Hamdine du côté de l'atelier de l'artiste Adidi Oussadi et qui nous revient avec ces images. Et allons-y, on se retrouve juste après. Comme
Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idriss, Jade et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili, une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qui restent, c'est-à-dire qui tiennent à cet endroit et qui y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessinais juste comme ça parce que, en attendant de faire un truc. À l'école, des fois, quand la maîtresse d'arabe n'est pas là ou de français. À la maison, quand je m'ennuie et la télé ne marche pas ou que j'ai plus de devoirs. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier? J'étais en vacances et mon frère, il était à l'école. Donc ma maman, elle m'a inscrit chez Adidi pour pas que je reste à la maison. Et après, j'ai aimé. Un grand peintre a dit « J'aimais toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et on favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains à peine âgés de 6 ans ont déjà une passion pour Monet, Beya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Parce qu'après, il faudra effacer, oui, sinon ça va apparaître. J'ai découvert ici Beya avec mon frère des fois et ma maman. Et donc Adidi nous montrait, elle nous parlait de Beya et elle nous disait comment faire. Et après, elle nous a dit lequel il faudrait dessiner. Et des fois, on faisait d'autres artistes, comme Van Gogh. J'ai appris comment faire avec de la peinture, comment faire l'ombre et comment faire l'éclairage. J'ai découvert des dessins, de la peinture et comment dessiner. Si Salim, Idriss, Jade et Anis sont venus ici la première fois, c'est tout d'abord leur passion pour les dessins qui les a réunis. Mais si depuis 1 an, ils ne rateraient pour rien au monde l'occasion d'ouvrir la porte de cet atelier, chaque mardi après-midi, c'est qu'ici, ils ont trouvé un vrai espace d'évasion. Après les cours, je suis saturé et ici, en fait, ça m'apporte de la joie, je suis bien, je suis dans mon élément, j'aime bien le dessin. Donc, c'est la seule chose que je fais en dehors des cours pour la semaine. Dans cet atelier, les enfants repartent heureux et inspirés. Après avoir passé quelques heures avec eux, on a l'espoir qu'un futur Essier Mobaya naîtra ici. Un peu le garçon manqué. Alors, combien de jeunes dans votre atelier? Une dizaine. Une dizaine, hein. Alors, on en parlait il y a quelques instants en coulisses. Alors, vous me disiez, tous ceux qui viennent sont talentueux. Ils sont talentueux. C'est fou, hein. Oui. Pourquoi? Ils aiment ça, en fait, ils sont talentueux. Ouais. On développe, hein, vous savez, on est tous artistes. Bah oui, quelque part. En même temps. On a tous, et puis il faut juste nourrir ça. Et ceux qui viennent à l'atelier sont très attirés par la peinture, le crayon, etc. Et vous savez, un enfant, vous pouvez le forcer à aller dans un club ou de l'inscrire quelque part. Mais après un moment, il est fatigué. Ah bah oui. Et là, ceux qui reviennent, c'est des enfants qui veulent. Donc c'est eux qui insistent, c'est eux qui demandent à leurs parents de venir, de les ramener plutôt chez moi. Et ceux-là ont un petit quelque chose. D'accord. Beya, Van Gogh, oui. Vous passez partout. Quoi. Oui. Ouais, l'éventail de tous les grands... Les préférés des enfants en général. Les préférés des enfants, c'est Van Gogh. Ah oui. Hein. Ouais. Ouais. Mais vous par contre, on ne sait pas trop. Dites-moi. Non, je vous dis pas, je suis pas critique d'art. Ah d'accord. Dites-moi, non mais ouais, c'est-à-dire on ne sait pas trop, vous avez la dit. couleur, effectivement, elle renvoie à une période un peu néo... Non, mais...
Ouais, remarque, j'allais vous dire, vous vous inscrivez dans quoi? Qui sont vos références? Est-ce que vous peignez vous-même? Vous-même, je sais, vous-même, je veux dire, vous peignez. Est-ce que je crée mes propres peintures? Non, vous les créez, vos peintures, j'imagine bien, vous n'êtes pas dans la reproduction. Est-ce que je me réfère à un artiste bien particulier? Non, du tout. Oui. Au fait, moi, ce qui m'attire, c'est les techniques. Ouais. Après, est-ce qu'il y a un artiste particulier qui m'impressionne ou qui m'épate? Je dirais éventuellement Van Gogh, de par son histoire. Parce que tous ceux qui naissent artistes et qui ne le savent pas, qui le découvrent plus tard, ça c'est impressionnant. Et après, vous savez, on se documente et on fait des recherches, surtout des artistes qui sont reconnus après leur mort, la majorité d'ailleurs. Oui, c'est ça. Exact. Donc moi j'ai un style semi-abstrait. Je suis dans la forme, je travaille au couteau, très rarement où je travaille au pinceau. Je n'apprécie pas le plat, donc je suis plutôt dans le relief. Je ne suis pas dans les grosses textures ou le collage. Mais je travaille tout au couteau. Mon style est un semi-abstrait, je l'ai déjà dit. Et puis, je suis dans l'éclat des couleurs. On le voit bien. Je suis dans la joie, je suis dans l'éclat des couleurs. C'est très bien, vous avez tout à fait raison. Mais je veux dire, c'est quoi? Vous les appelez vos tableaux? Oui, tout à fait. Vous les nommez comment? Alors, celui-là est le double infini, celui que Alors, vous voyez. Le double infini, c'est le grand là? Le grand là est le double infini. Donc, la signification, c'est d'aller dans le double infini dans la vie. Après, vous avez quand vous regardez en profondeur la toile, vous avez des motifs qui vous rapportent à la vie, d'autres qui sont dans des mouvements qui sont assez tristes, d'autres plus joyeux, des couleurs assez éclatantes, je dirais. C'était en été, ça dépend aussi des périodes. J'ai peint ça en mois d'août dernier. Vous peignez l'été, vous peignez au sein de votre atelier? Toujours à l'atelier. Ah, jamais dehors? Jamais dehors. Non, c'est pas votre truc. D'accord, celui en dessous? En dessous, c'est la liberté. Donc, vous voyez un troupeau d'oiseaux. Donc, vous avez les plumes, les ailes, etc. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a le mouvement des dauphins qui est au plus bas. Donc, on a le mouvement des vagues qui suit le mouvement du ciel. Oui. Donc, en fait, on a une mixité de liberté, qu'on soit sur Terre ou sous l'eau. Ouais, c'est un monde, hein. Chaque fois qu'il comprenait ce monde, mais c'est un monde, quoi. Et du coup, l'autre question que j'allais poser, vous exposez beaucoup ou pas? Vous arrivez à vivre de ça? Oui, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Ouais. Ouais, on est fiers, hein. De lait. J'imagine que ça doit pas être le pharma, mais c'est quand même cool, quoi. C'est différent, c'est des mondes différents, mais moi... Des émotions différentes aussi. C'est des émotions différentes. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir mettre ça, disons, comme ça, en plein air. Par exemple, l'opportunité que j'ai eue de pouvoir décorer des espaces publics. C'est cela, oui. Pour moi, c'est un honneur. Je remercie énormément les personnes qui m'ont fait confiance. Et je pars du principe qu'étant artiste, artisane ou adoratrice de l'art, quand on me fait confiance, je fais 2 fois plus d'efforts. C'est-à-dire, un artiste, c'est ça. Si j'arrive à vivre de ça encore une fois, alhamdoulilah, ça va, je m'en sors. Tant que les gens aiment ça et reconnaissent la valeur de ce métier, de ce beau métier, tout peut aller. Vous allez exposer au CCA, au Centre culturel algérien à Paris, au mois de juin prochain. Exact. C'est dans le cadre des festivités de la commémoration du 5 juillet, la célébration de la fête de l'indépendance, le 5 juillet 62, 5 juillet 2018, 60... Que je dise pas de bêtises, hein. Je suis née en 78. Non, pas 78. J'étais en train de compter à 62 à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On est à 66 ans. On célèbre les 66e année d'indépendance. 56e année, pardon. Je dis n'importe quoi. 56e année d'indépendance. Alors, donc du coup, ce sera l'occasion de célébrer cela avec vous, à travers une expo. Combien de toiles vont être exposées à l'occasion? Je compte 25 toiles. Oui. Dans un format de 39-42 et des grandes d'1 mètre sur 90. 4 à 3. C'est une vraie expédition. Oui. Quand même. Ouais. Oui. C'est la vérité. Hein. J'espère que vos toiles seront bien traitées dans les airs. J'espère. Et dans les aéroports. J'espère. Je ferai en sorte que ça soit bien fait. Oui. Je ne pourrais pas y être, donc je ne pourrais pas être accompagnée, enfin être avec eux dans ma soute ou à autre. Mais j'adore. Je les emballerai bien, disons. Oui. Bon, que pourrait-on vous souhaiter? Mon courage. Ouais, bonne chance. Merci. Avec les enfants aussi. Oui, avec les enfants. Alors pour ceux qui nous regardent, il est possible d'inscrire son enfant chez vous? Tout à fait.
Quel âge à quel âge? Là, à partir de 6 ans. À quel moment on n'est plus enfant? À ce jour, moi je suis toujours enfant, je pars du principe. D'accord, donc du coup, il peut y avoir de jeunes... Des adultes, oui. Des enfants adultes. Des enfants adultes aussi, Ouais. j'ai même des adultes. Des Ouais. adultes. Adultes. Qui viennent et qui Oui. apprennent la peinture et qui Qui s'éclatent. prennent des cours, des mamans qui Ouais. sont vraiment jaloux de ce que font leurs enfants et qui me disent ah, tiens, du coup, finalement, je viens m'inscrire moi aussi. Et Voilà. qui viennent peindre toute la haine qu'elles ont contre leur mari. Et Marhaba. tiens dans ta gueule. Ça doit être pas mal ça. Excusez-moi, c'était enfui en moi, il fallait que ça sorte. Allez, merci à vous. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Une belle expo pour juin prochain. Exact. Ça sera au CCA, tiens, pour ceux qui nous regardent de l'autre côté de la Méditerranée. vous avez une date de départ ou... De départ d'expo, hein, de top Bien départ. sûr, donc en fait l'exposition débutera le 22 juin, ça durera 3 semaines si tout va Super. bien, voilà. Vous avez tout fin juin, enfin d'après l'Aïd jusqu'à la mi-juillet. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Puis sinon, il y a l'atelier. Vous l'avez appelé comment votre atelier? Atelier Art Adidi. Voilà, atelier Art Adidi qui se trouve à Saïd Hamdine, juste à côté entre la fac et le tribunal. Exact. Ouais, il y a une page Facebook. Atelier Art Adidi, Voilà. exact. Voilà, merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bougez pas, le temps juste que j'envoie le reportage, ne faites pas la même chose que la sage-femme qui est passée juste à côté, juste avant. restée là. C'était dur, hein, c'était dur. Mais on embrasse la sage-femme. Ouais, ouais. Alors c'est la boucle, sans plus tarder, on se retrouve juste après avec Hakim Keshroud et Maya Mrani. L'un va nous parler de sport et juste après, Maya défilera sur notre plateau avec Linda Oumeya. On va parler de médecine esthétique, de perdre du poids à travers le froid. Ah, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent surtout Ramadan dans quelques jours. Hein. Vous êtes prêts pour Ramadan? Normalement, oui. 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 Vous avez préparé quelque chose? Non. La maison est propre? Normalement. Ouais. Non mais c'est vrai quoi, c'est quoi cette tendance à nettoyer la maison chaque veille de Ramadan? Pourquoi tu vis dans la saleté toute l'année toi? Je sais pas. C'est un peu étonnant, tu vois, tu les vois laver les murs, les trucs. C'est-à-dire que toute l'année tu vis dans la saleté. C'est une tradition. C'est une tradition qui veut pas dire grand-chose, quoi. Parce que, à la base, je pense qu'on aime tous vivre dans un environnement propre. Oui. Je suis pas sûr que vous viviez dans la crasse. Généralement, c'est quoi? C'est les fenêtres, c'est les murs, la cuisine, voilà, c'est tout, hein, donc c'est pas... Bon, mais en tout cas, les courses aussi, j'ai pas compris ça. Les caddies qui se remplissent. Alors là c'est quelque chose. La réserve. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, pendant Ramadan, vous pourrez faire vos courses, ça va bien se passer, les prix ne vont pas flamber, surtout sur certaines choses, effectivement, hein, je suis d'accord avec toi, mais tranquille. Mais sur le reste,
C'est kiff-kiff. Bon, alors camarades, c'était la petite parenthèse inattendue. On va parler sport avec vous. Bonjour. Bonjour. Sport avec du foot et le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019 chez les U20. Match nul entre l'Algérie et le Ghana. Eh oui. Bonne opération ou mauvaise? Pour l'instant, bonne opération. Du moment que les petits jeunes n'ont pas encaissé de but face à une équipe ghanéenne qui est réputée, qui est connue. Ils ont déjà décroché une Coupe du Monde. Ils sont plusieurs fois champions d'Afrique. Certes, c'est une équipe qui est remaniée, mais c'est une équipe qui travaille depuis quelques années, alors que l'équipe nationale algérienne, ça fait à peine 4 mois qu'elle a été montée, cette équipe. Ils ont réussi déjà à passer le cap de la Tunisie, qui est parmi l'une des meilleures équipes africaines en match aller-retour. Victoire à 2 reprises des Algériens, et ici au stade du 20 août, mais également au stade Radès au match retour. Hier, match très compliqué au stade du 5 juillet, ce qu'on appelle le tribunal Mahkama. Ces jeunes n'ont pas l'habitude de jouer dans un stade aussi grand. Ils étaient face à une équipe physiquement supérieure, techniquement également supérieure, mais ils ont tenu bon, ils ont réussi à se créer quelques occasions dangereuses, mais ils ont fait un match nul pour certains peut-être compliqué, puisque le match retour se jouera le 18 ou le 20 mai prochain, ça se passera au Ghana, et là, on le sait, jouer à l'extérieur, jouer en Afrique, c'est très compliqué, mais ces petits jeunes ont la capacité, ont la possibilité peut-être d'aller créer la surprise, pourquoi pas au Ghana, et revenir avec une victoire et une qualification au 3e et dernier tour, puisqu'il y a encore un tour avant les phases de poule de ces éliminatoires de la CAN 2019. Ce sera face à l'équipe qui gagnera entre la Gambie et le Bénin lors de ce 3e tour. On rappelle que la finale, donc de la phase finale de la CAN des U20 2019 se déroulera donc au Niger. Championnat d'Algérie de Ligue 1, 29e journée, qui a vu la GS Kabylie assurer son maintien. Et oui, grâce à sa victoire hier, la GS Kabylie a pratiquement assuré son maintien en Ligue 1 mobiliste de football en battant l'USMA d'Alger pour le compte de la 29e et avant-dernière journée du championnat professionnel mobiliste Ligue 1 disputé hier, et qui a vu également l'USM Al-Harrach, déjà relégué en Ligue 2, remporter une belle victoire et prestigieuse victoire dans un derby algérois face au Mouloudia d'Alger, grâce à ce précieux succès donc assuré par Yeto Erdouani et un but contre son camp du défenseur Usmis Ben Yahya. Les Canaries se hissent en effet à la 9e place du classement avec 36 points, ce qui leur procure 6 longueurs d'avance sur l'actuel premier relégable l'US Biskra, alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée avant la fin de la saison. Bien que déjà relégué en Ligue 2, l'USM Al-Harrach pour sa part continue à jouer le jeu, même s'ils sont en Ligue 2, ils ne lâchent absolument rien du tout dans cette dernière ligne droite du parcours, en s'offrant donc la prestigieuse victoire du derby face au Mouloudia d'Alger sur le score de 2-0. Les autres rencontres de cette 29e journée se joueront donc ce samedi, à suivre sur la chaîne A3 cet après-midi à partir de 16h. Le big match à suivre, c'est l'USM Belabès qui rencontrera l'US Biskra. Pour les deux équipes, donc jouent gros pour cette 29e journée et risquent de se retrouver parmi les clubs relégables en cas de défaite. Sur Canal Algérie, la rencontre entre le Nasser Hussein Dey et le Shabab Riadi de Belouizdad, qui a été délocalisé au stade du 5 juillet 55, et puis sur la chaîne A4, vous pourrez suivre la rencontre qui opposera le Difa Tajnant à l'entente de Sétif. Donc ça, c'est pour les rencontres à suivre sur les chaînes de la télévision. Pour les restes des rencontres, l'USM Blida relégable reçoit le CS Constantine, la GS Saoura accueillera le MC Oran, le Paradou Athletic Club accueillera l'Olympique de Médéa. Allez, Ligue 2 sans plus tarder. La Ligue 2 avec l'AS Ain Lila qui elle aussi a assuré son accession en compagnie du Mob de Béjaïa grâce à sa victoire hier face au CAB de Borj Bouarerej, et donc ça se jouera entre le Kaba et la GSM Béjaïa, laquelle de ces deux formations lors de la 30e journée. CAB de Borj Bouarerej, c'est le Kaba de Borj Bouarerej. Donc on saura lors de la 30e journée quel sera le 3e club qui accédera la saison prochaine en Ligue 1 en compagnie du Mob de Béjaïa et de l'AS Ain Lila. Combien de points entre les deux? Il n'y a rien du tout, absolument. Le GSM Béjaïa est pour l'instant donc 3e avec 52 points, alors que le CAB de Borj Bouarerej est 4e avec 50 points. Le prochain qui gagnera lors de la 30e journée passera en Ligue 1. Ou un match nul pour la GSMB suffira. Ça sera une confrontation indirecte entre les deux clubs, puisque ils joueront pas en face. Voilà, c'est chaud. Les résultats complets, ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. Les résultats complets de cette Ligue 2, donc le Chabri Fekroun a été battu par Tlemcen 1-0. Le RC Kouba a battu le RC Relizane 2-1. La GSM Béjaïa s'est imposée face au Raliad Mascara 1-0. L'AS Ain Lila a battu le CAB 2-0. L'AS Ochlef et
Jamal Boussaada ont fait match nul 0 partout. Le Cap de Batna s'est imposé face à l'Alma 4-2. Skikda qui a été battu par le Mob de Béjaïa 4-1. Et puis enfin, l'Azmo d'Oran qui s'est imposé face au Mouloudia Saïda 2-1. Allez, on passe et on défile sur l'actualité du basket d'abord, division nationale A. Chez les dames, 6e et dernière journée des playoffs. Et oui, il faut rappeler que l'équipe des féminines du Hussein Day Marine, qui s'était imposée devant le MT Sétif 88-60, ont clôturé la 6e et dernière journée des playoffs du championnat d'Algérie de basketball division nationale 1. Donc disputée hier à Sétif, les basketteuses de Hussein Day terminent à la 2e place du classement et affronteront en finale le premier de la première manche qui se déroulera le 22 mai prochain, le groupement sportif des pétroliers qui sont premiers au classement avec 12 points. L'OC Alger est 3e avec 7 points en compagnie du MTC Tif également, donc 3e avec seulement 7 points. On enchaîne avec les finales de volleyball qui auront lieu aujourd'hui à Rouiba. On rappelle juste les horaires et les dates. Oui. Ça se jouera entre les minimes garçons. Ce sera à partir de 10h entre le GC Ouled Adouane et le GSB Gharam. Chez les cadets garçons, le MK Midi à 13h affrontera le JC Gharam. Et puis enfin, chez les seniors dames, on en a parlé hier, c'est le groupement sportif des pétroliers qui affrontera la SW Béjaïa. Et on termine par le noble Art. Bah oui. Et les finales du championnat d'Afrique. Oui. Boxe, mesdames, messieurs. Ah oui. Noble Art. Avec les 8 pugilistes algériens proches du titre continental. Et c'est à vous, Hakim. Ah oui, donc 8 finalistes algériens au championnat d'Afrique junior de boxe actuellement en cours à Casablanca au Maroc connaissent depuis hier leur adversaire qu'ils affronteront ce samedi pour le compte du titre continental. Alors, très rapidement, Fassi Ahmed Jamal, 69 kg, Farid Douibi, 75 et Ferroum Feriel, 69 kg, ont tous hérité de 3 pugilistes marocains au moment où Jabal Fares défiera un Éthiopien dans la catégorie des 49 kg et Maouch Hichem qui affrontera un Ougandais dans la catégorie des 52 kg. Pour sa part, Mansouri Mohamed sera opposé à un Égyptien dans la catégorie des 81 kg. Son compatriote Khatir Yasmine dans la catégorie des 48-51 kg et Leila Semrani, 60 kg, seront respectivement opposés à une Nigériane et une Tunisienne. On rappelle que 15 pugilistes algériens dont 6 filles prennent part à ces joutes africaines qualificatifs aussi bien au prochain championnat du monde de la discipline prévu à Budapest en Hongrie et aux Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Buenos Aires en Argentine. Buenos Aires. Ouais, en Argentine. Buenos Aires, quoi. Buenos Aires. Merci beaucoup. C'est moi. Allez, ciao, Fifi, ciao. Merci. Prenez soin de vous. Eh ben vous aussi, à demain. À demain matin avec toute l'équipe d'ailleurs. Voilà. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Maya Amrani. Elle aura droit à ses... Ah oui. Ah bah oui. Elle aura droit à ses 17 minutes de bonheur avec son invité. On va parler d'amincissement par le froid. Elle ne sera pas seule, elle sera avec Dr Linda Oumeya. Et ce sera juste après qui? Juste après ce reportage sur le... le palais Khdaouj Lamia. C'est la base Casbah, Sabrina Khrifi, qui nous raconte l'histoire de ce palais, qui nous le fait visiter. Allons-y. Le palais de la princesse Khadija, Dar el-Bekri ou encore palais de Khdaouj Lamia sont autant de noms donnés à ce monument historique niché dans une venelle de la base Casbah, qui est un incontournable lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Édifié en 1570 sur le site appelé Souq el-Jama'a, dans la basse Casbah, sur les ruines de la Zaouia et du mausolée de Sidi Ahmed Ben Ali, par un officier de la marine ottomane, Raïs Yahya. La maison n'avait pas l'allure d'un palais, mais simplement d'une grande demeure. Elle avait été acquise par Khaznaji Hassan Pacha en 1789, trésorier du roi ottoman sous l'ère du Dey Mohammed Ben Othman, qui a introduit des modifications et des extensions, lui conférant l'aspect d'un palais qu'il a offert à sa fille Khadija Lamia. La légende de la princesse Khadija, une belle histoire, à la fois triste et émouvante. Selon la légende, Khadija était une jeune princesse que la nature avait largement gâtée. Elle était la fille adorée de Hassan Khaznaji,
On raconte qu'à force de s'admirer des heures durant dans son miroir, elle en devint aveugle. Pour lui garantir une vie décente, suite à cet handicap, son père lui acheta ce magnifique. Dar Daouch Lamia, devenu musée effectivement, avec cette visite signée et cette histoire relatée par Sabrina Khalifi. Excellente matinée, on finit l'émission comme tous les samedis. Et d'ailleurs c'est une tradition avec Maya Mrani. Maya, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Et votre invitée du jour, c'est Madame Linda. C'est Docteur Omnia Linda. Omnia Linda, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes nutritionniste et spécialiste dans la médecine esthétique. Médecine avec esthétique, Maya, on va en parler ce matin. Médecine de la beauté, du rajeunissement, de l'amincissement, et puis surtout de la beauté. Bonjour docteur, vous êtes, soyez la bienvenue d'abord. Merci de l'invitation. Et puis dans cette spécialité, dans plusieurs spécialités que vous faites, nous avons choisi la cryolipolyse. Oui. Alors qu'est-ce que la cryolipolyse en fait? La cryolipolyse est destinée aux personnes un petit peu en surpoids ou qui présentent des bourrelets disgracieux à différents endroits du corps. Donc ça permet de glacer ce bourrelet. Donc c'est une technique qui utilise le froid. Donc c'est une technique non invasive. Donc c'est une liposuction sans anesthésie et sans bistouri. Donc ça donne des résultats, donc une apoptose cellulaire. Donc on tue la cellule adipeuse par le froid avec une température négative jusqu'à -9 voire -11 degrés. Et qui permet donc une mort cellulaire, une cristallisation d'abord, ensuite mort cellulaire, et un drainage est important pour évacuer ces cellules adipeuses. Alors l'effet est sur une certaine période de prolongation. Oui. Ça ne se fait pas tout de suite, l'effet on ne le sent pas tout de suite. Absolument pas. Donc absolument pas. Donc la physiopathologie d'une cellule adipeuse, donc une cellule qui meurt, donc il y a une durée assez importante, donc il y a une apoptose cellulaire, et la physiopathologie de la cellule, la mort cellulaire et l'élimination de ces cellules se fait en à peu près 2 à 3 mois. Donc le résultat se voit au bout de 2 à 3 mois après qu'on ait fait cette cryolipolyse. Et c'est pas tellement le poids, c'est les centimètres. Ah oui, c'est le centimètre, c'est un amincissement, hein, donc c'est comme la liposuction, ça reste pas le poids, c'est on mincit la patiente avec le froid. C'est une technique médicale, donc très important que ça soit un médecin qui la réalise, parce qu'il y a quand même des effets secondaires qui peuvent arriver, donc il faut que ça soit... déjà, il faut un examen clinique, un bilan pour voir un petit peu, puisqu'il y aura une élimination cellulaire. Si on fait plusieurs zones, ça reste toxique. Donc, il faut faire un bilan hépatique et rénal parce que c'est une élimination lymphatique. Et en plus, il faut examiner pour voir s'il n'y a pas de diastasis, donc une ouverture au niveau ou une hernie, parce qu'il y a une aspiration qui contre-indique l'aspiration. Et évidemment, il faut protéger la peau, donc c'est une température négative jusqu'à -9 voire plus, et donc la peau doit être protégée. Si on met une pièce à main avec -9 degrés ou -8 degrés, on peut faire une brûlure du 3e degré de la peau. Donc il y a quand même c'est une technique, c'est un acte médical qui doit être fait dans un cabinet médical de surveillance médicale. Tout à fait. Voilà. Et le conseil que vous donnez à vos patientes quand elles arrivent avec un embonpoint, il y a quand même une différence entre l'embonpoint et aussi
la personne très forte, obèse presque. Oui, la cryolipolyse n'est pas destinée aux personnes obèses. Voilà. C'est franchement inadmissible d'utiliser cette technique pour les personnes obèses. Elle est destinée aux personnes en IMC normal ou en IMC surpoids. Donc il y a un diamètre du bourrelet de 2 à 3 cm. On ne va pas utiliser la cryolipolyse pour une patiente qui devrait plutôt faire un régime et faire une activité physique pour perdre un petit peu du poids avant d'arriver à cette cryolipolyse. Très bien. Voilà. Alors nous sommes venus vous voir, on vous a rendu visite, on a voulu connaître la cryolipolyse et voir ça de près pour pouvoir un petit peu s'informer et informer nos téléspectateurs, bien sûr. Allons-y, c'est signé Maya Amrani. On parle amincissement aujourd'hui. Pour alléger les douleurs. La technique est apparue en médecine esthétique depuis quelques années. Technologie altérant les cellules graisseuses, un soin capable de cibler les zones précises, faire fondre les graisses par le froid. Nous avons parlé de la cryolipolyse la dernière fois. Donc vous voulez toujours perdre vos bourrelets disgracieux au niveau du ventre, c'est ça. Donc est-ce que vous vous êtes un petit peu renseigné sur la technique? Un petit peu. Un petit peu, donc ça va être, c'est une technique non invasive, donc elle vous fera pas mal. Juste une petite aspiration et qui va vous permettre de perdre 20 à 30% de votre bourrelet. Donc on va travailler avec le froid. Donc c'est une pièce à main aspirante et on va refroidir, on va diminuer, baisser la température jusqu'à des températures négatives. Raffermir, mincir et réduire la cellulite, c'est l'espoir de toute personne ayant pris du poids. Pour protéger la peau, puisque la cryolipolyse descend à des températures très très basses jusqu'à des températures inférieures à 0. Donc la peau peut être brûlée. Selon la taille, selon l'épaisseur du bourrelet, selon l'endroit où qu'on va traiter. Donc là c'est trop petit, donc l'abdomen est quand même assez large. On évitera de prendre le nombril, parce que c'est une zone assez sensible, très vascularisée. Donc on risque de faire peut-être il y a quand même des contre-indications à la cryolipolyse. Hein. Mesurer la pièce à main, nous allons voir la température. Donc on va aller jusqu'à moins 9 degrés. Aujourd'hui on va faire du moins 8 degrés. Avec l'aspiration, on fera une aspiration, on a une aspiration de 1, de 2 ou de 3. Et le temps, on peut augmenter jusqu'à 1h30 de traitement. Là on va faire 1 heure pour l'abdomen. Voilà, donc la pièce à main rubis est prête. Et là, on va la placer. Il faut qu'elle soit bien placée. Il faut que toute la lingette soit autour. Il ne faut pas qu'il y ait de zones où la lingette ne soit pas présente. On la place et on appuie ici pour l'aspiration. Maintenant, il va y avoir une aspiration. Voilà, hop. Voilà. C'est à ce moment-là où nous avons une petite douleur comme si quelqu'un nous pinçait. La cryoesthétique, véritable innovation dans le monde de l'esthétique et du bien-être. Le temps a été écoulé, donc on va arrêter l'aspiration. Enlever doucement. Donc voilà, on a ici une marque, pas seulement une marque, mais un bourrelet glacé. Voilà, donc voilà, bien systématisé. Voilà, donc qu'on va masser, d'accord, pour pouvoir. Votre sensation, madame? Je ressens rien. Rien. Voilà. Voilà, c'est rouge, oui. Voilà, c'est rouge, c'est enflammé. Donc là maintenant, on va faire un petit massage pour rétablir, rétablir la circulation, parce que on dirait que c'est l'anesthésie. Donc elle est anesthésiée là. Hein. C'est anesthésie. Elle est anesthésiée, elle a une température, donc on peut avoir des petites échymoses, voilà, des rougeurs et des échymoses. Donc on va masser pour faire baisser ce bourrelet, donc on le fait baisser et en même temps rétablir la circulation lymphatique. Un soin plus agréable et sans consommable. C'est-à-dire... Hey, j'adore la dame, hein. Hey.
Top, madame. Elle est belle déjà. Elle est très Oui, belle, cette dame. oui, Très tout belle. à fait. Et puis, vraiment très agréable. Au fur et à mesure, on lui demandait, oui, ça va très bien, je suis très bien, je suis à l'aise. C'est un peu le bien-être aussi. Hein. Exactement. Non, non, elle était très bien. Alors, les régimes, maintenant, on revient au régime. Est-ce que vous adaptez un régime avant, après? Oui, l'idéal, c'est évidemment d'adopter un régime un petit peu avant, un mois peut-être avant la cryolipolyse, mais pas pour tous. Hein. Il y en a qui mangent déjà très bien, qui ont une alimentation saine, qui font du sport, mais qui restent. Il y a des bourrelets disgracieux qui ne disparaissent pas avec le sport et qui sont maintenus, surtout à un certain âge. Bon, ceux-là, on fait une cryolipolyse, mais évidemment, on leur donne une petite adaptation alimentaire qu'il faut respecter, maintenir l'activité physique. Et ce qui est très important, c'est boire beaucoup d'eau. De boire beaucoup d'eau pour éliminer, faire si possible du drainage après des massages drainants. Et masser la zone traitée aussi, tous les soirs, une petite dizaine de minutes allongée avant de dormir. Un petit massage vraiment très, très, très simple. Sinon, si c'est plusieurs zones, ce serait intéressant de faire un massage drainant 1 à 2 fois par semaine après la cryolipolyse et surtout boire beaucoup, beaucoup d'eau. Ça, c'est très important les premières semaines où on a effectué la cryolipolyse. En post-cryolipolyse, on peut avoir des petites douleurs très légères, donc c'est le processus d'inflammation qui commence 2-3 jours après cette séance de cryolipolyse. On peut avoir aussi une petite hypoesthésie cutanée, donc on perd un petit peu la sensibilité de la peau qui est aussi liée à ce froid. Donc on explique tout ça à la patiente, comme ça elle ne sera pas affolée pendant les semaines qui suivent, pourquoi j'ai ça. Donc tout ça, c'est des signes tout à fait ordinaires et normaux, des signes normaux en post-cryolipolyse. Alors, il y a plusieurs techniques pour l'amincissement, bien sûr. On a choisi cette technique. Elle est d'ailleurs récente, cette technique. Oui, ça fait quelques années, 6 à 7 ans qu'elle existe. C'est les Américains qui l'ont créée, qui l'ont découvert. C'est un peu suite à la cryothérapie des sportifs. Je ne sais pas. Franchement, c'est une question auquel je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être que ça a été découvert en même temps. Mais c'est les Américains qui ont commencé. Il y a eu beaucoup de polémiques au début parce qu'il y a eu quand même, il fallait la mettre sur le... Vraiment, c'est une technique qui est quand même assez avec une température basse, donc il fallait la mettre au point. Il y a eu une polémique au début, dire que faites attention, ça brûle, etc. Mais une fois que la technique a été bien étudiée, maintenant c'est une technique qui est très très bien maîtrisée et avec d'excellents résultats. Eh bien, de toute façon, on va essayer au moins de profiter de votre présence pour vous demander comment manger aussi. Il faut manger sainement, c'est le ramadan, donc beaucoup de gens ont envie de faire le régime pendant le ramadan, mais je vous dirais l'alimentation saine est très très importante. Manger beaucoup de légumes, aussi des protéines qui restent importantes pour notre organisme, pas beaucoup, mais surtout boire beaucoup d'eau, faire une activité physique et éviter le gras et les sucreries. Je pense que avec ce laps de temps, c'est le résumé qu'on peut donner par rapport à une alimentation saine. C'est très très vaste l'alimentation et vraiment. Tout à fait. Voilà. Et c'est important. Et c'est très important d'avoir une alimentation saine, même en post-cryolipolyse. Une technique n'est pas suffisante, il faut tout combiner. C'est une combinaison de techniques. Le sport, l'alimentation, la cryolipolyse, éventuellement d'autres techniques. Une moyenne de 30 000 dinars la zone. Voilà, donc ça peut être moins, ça peut être plus. D'accord. Voilà. 30 000 dinars la zone. Et je voulais vous demander justement combien de séances faut-il faire. Pardon ? Combien de séances faut-il faire? Il faut faire une seule séance pour un bourrelet de 2 cm. Si la patiente est satisfaite et elle a envie d'avoir un peu plus, parce qu'il faut savoir qu'on perd 20 à 30% du bourrelet, on ne le perd pas complètement. Si la patiente est satisfaite et a envie de faire une deuxième séance, elle peut la faire au bout de 2 à 3 mois. Très bien. En tout cas, merci docteur, merci de vous être déplacé et de nous avoir montré Bonne chance. Vous avez votre page Facebook, j'imagine? Oui. Qui s'appelle Orio Linda Omnia. Linda Omnia. Ou Centre de médecine esthétique et d'amincissement Equizen. Équilibre et zénitude. Très bien. Merci docteur, merci d'avoir été parmi nous. On finit avec ces 2 ouvrages. Alors c'est sur la wilaya d'Alger, ils ont été édités d'ailleurs par la wilaya d'Alger. Alger, capitale sont 100 bidonvilles. Alors c'est un livre c'est un beau livre qui raconte d'ailleurs les grandes actions pour éradiquer les bidonvilles et les opérations de relogement. Voilà.
Et puis le second livre, c'est Alger et c'est Alger, tout court, avec les grandes réalisations de ces dernières années. C'est raconté en tout cas dans cet ouvrage. C'est raconté dans cet ouvrage. Pour parler un peu de ce qui a été fait dans la capitale. Voilà, merci à vous tous. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve tout simplement dès demain de 9h à 10h30 avec l'ensemble de l'équipe. Avec toute l'équipe du dimanche et bien évidemment des invités comme chaque matin. Merci Maya. Merci madame. Merci. Camarades, prenez soin de vous. Aimez-vous. Bon, bah ça sert à rien de se détester. D'autres le feront à votre place. Restez prudents sur la route. Ciao, à demain.